Ne sois pas jaloux, mais tu devrais partir de mon anniversaire. Mon ex est là, m'a dit ma petite amie juste après que je lui ai offert son cadeau. Alors je suis parti. Des mois plus tard, elle. Le coffret à bijoux me semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. 3 mois d'heures supplémentaires sur le chantier de construction, à sauter les déjeuners, à économiser chaque euro que je pouvais rassembler. Tout pour ce moment, tout pour son sourire. Joyeux anniversaire, Delphine, dis-je, tendant la petite boîte de velours à ma femme depuis 4 ans. Elle était magnifique dans la douce lumière des guirlandes lumineuses que nous avions accrochées autour de notre jardin. Ses cheveux sombres dansaient dans la brise, et pendant une seconde, elle ressembla exactement à la femme dont j'étais tombé amoureux. Avant les appels téléphoniques tard le soir, avant les messages secrets, avant qu'elle ne commence à traiter notre mariage comme une simple gêne. Oh, Joël, souffla-t-elle, ouvrant la boîte. À l'intérieur reposait le collier de perles vintage qu'elle admirait dans ce magasin d'antiquités du centre-ville depuis des mois. Ses yeux s'écarquillèrent et je ressentis une vague de satisfaction. J'avais réussi. Elle m'embrassa la joue, doucement et rapidement, puis se pencha près de mon oreille. Ne sois pas jaloux, d'accord? Tu devrais juste partir un peu. Mon ex est là. Je ne veux pas de drame. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Partir. Quitter la fête d'anniversaire de ma propre femme. La fête que j'avais aidé à organiser dans notre propre jardin avec nos amis et notre famille. Quoi, murmurai-je en retour, certain d'avoir mal entendu. Bruno est là, dit-elle, sa voix toujours douce mais ferme. Je ne l'ai pas invité, mais Sophie l'a fait. Tu sais comment il est quand tu es là. Donne-moi juste 1 heure pour gérer ça. D'accord? S'il te plaît. Autour de nous, 25 personnes riaient et bavardaient, complètement inconscientes que mon monde basculait. Mon ami François du travail leva sa bouteille de bière dans ma direction, souriant. Madame Dubois, la voisine d'à côté, complimentait les décorations que j'avais accrochées la veille. Tout le monde passait un moment parfait à la fête parfaite que j'avais organisée pour ma femme, qui me demandait maintenant de partir pour qu'elle puisse passer du temps avec son ex-petite amie. Tu veux que je quitte notre maison, dis-je lentement. Pour que tu puisses traîner avec Bruno? Ce n'est pas ça, dit Delphine, mais ses yeux s'échappèrent. Je ne veux juste pas d'ambiance bizarre ce soir. Tu sais comment vous êtes tous les deux ensemble. Comment nous étions ensemble. La dernière fois que j'avais vu Bruno Martin, il draguait ma femme lors d'un barbecue alors que j'étais juste là. Quand je l'avais interpellé, Delphine avait passé tout le trajet de retour à me dire que j'étais paranoïaque et jaloux. C'est ma maison, dis-je doucement. Joël, s'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile que ça ne doit l'être. Je regardais son visage, cherchant un signe de la femme qui me défendait, qui me choisissait. Au lieu de cela, je vis de l'impatience, de l'agacement, comme si j'étais le problème. Très bien, dis-je. Je vais chercher d'autres bières au magasin. Un soulagement inonda son visage. Merci. Tu es le meilleur. Elle me serra la main et se fondit dans la foule, le collier de perles déjà autour de son cou. Je la regardais naviguer parmi nos amis, souriant et riant, jouant l'hôtesse parfaite, jouant la femme parfaite. Je n'allais pas au magasin. Au lieu de cela, je contournais la maison et me tins dans l'ombre entre notre propriété et celle des Dubois. De là, je pouvais voir à travers la fenêtre de notre cuisine et la porte arrière ouverte vers le salon où la plupart des invités s'étaient déplacés. Cela prit exactement 12 minutes. 12 minutes pour que Bruno la trouve. 12 minutes pour qu'il dérive vers le coin tranquille près de la bibliothèque, loin de la foule principale. 12 minutes pour que mon mariage se termine officiellement. Je regardais ma femme rire contre la poitrine de Bruno, sa main posée sur son bras comme si elle y appartenait. Je le regardais lui prendre le visage à 2 mains, son pouce caressant sa joue. Je les regardais s'embrasser, lentement, familièrement, dévastateur. Le collier de perles que je lui avais acheté capta la lumière alors qu'elle penchait la tête en arrière, le laissant approfondir le baiser. Autour d'eux, la fête continuait. Nos amis, notre famille, tous parlaient et riaient pendant que ma femme s'embrassait avec un autre homme à 4 à 5 mètres de là. Mes mains tremblaient. Ma poitrine était serrée, comme si quelqu'un me serrait les côtes. 4 ans de mariage. 4 ans à la croire quand elle disait que Bruno n'était qu'un ami, juste quelqu'un qu'elle avait fréquenté brièvement à l'université, juste une partie inoffensive de son passé.
Je sortis mon téléphone et pris 3 photos. L'angle était parfait. On pouvait voir clairement leurs 2 visages, l'intimité de leur langage corporel, l'alliance à son doigt alors que sa main reposait sur sa poitrine. Puis je rentrai. La musique semblait plus forte alors que je franchissais le seuil. Les conversations semblaient trop lumineuses, trop normales. François apparut à mon coude avec une bière fraîche. « Ah, te voilà, mec. Où avais-tu disparu ? » « J'avais juste besoin d'air, dis-je, ma voix étonnamment stable. » De l'autre côté de la pièce, Delphine et Bruno s'étaient séparés, mais à peine. Ils se tenaient proches, ses doigts touchant toujours son bras. Tous deux rougissaient et souriaient. Elle me vit la regarder et son expression changea, la culpabilité traversant son visage avant qu'elle ne la masque d'un sourire éclatant. « Joël, cria-t-elle, me faisant signe de venir. Viens dire bonjour à Bruno. » Il me parlait justement de sa nouvelle entreprise. Nouvelle entreprise. Tiens. La dernière fois que j'avais entendu parler, Bruno était entre 2 emplois, vivait dans le sous-sol de son ami et se disait entrepreneur parce qu'il vendait de la poudre de protéines sur Instagram. J'avançais lentement, comme si je me déplaçais dans l'eau. Chaque pas semblait délibéré. Final. Salut, Joël, dit Bruno, me tendant la main comme si nous étions de vieux amis, comme s'il ne venait pas d'embrasser ma femme. Super fête, mec. Delphine a toujours su organiser une fête. Je regardais sa main un long moment, puis son visage. Il était beau d'une manière évidente. Grand, les épaules larges, les dents parfaites. Le genre de gars qui avait probablement atteint son apogée au lycée et passait la trentaine à essayer de retrouver cette gloire. Bruno, dis-je, sans prendre sa main. C'est drôle de te voir ici. Je ne me souviens pas que Delphine ait mentionné que tu venais. Oh, Sophie m'a invité, dit-il rapidement. Un truc de dernière minute. J'espère que c'est cool. Sophie, la meilleure amie de Delphine depuis l'université. Celle qui ne m'avait jamais aimé, qui faisait toujours des commentaires sur le fait que Delphine pourrait trouver mieux. Bien sûr, elle l'avait invitée. En fait, dis-je assez fort pour que les conversations proches se taisent. Je pense qu'il y a quelque chose que tu devrais savoir. Les yeux de Delphine s'écarquillèrent. Joël, ne fais pas ça. Nous sommes toujours mariés, continuai-je, regardant directement Bruno. Delphine et moi, joyeusement mariés, en fait. Ou du moins, je le pensais jusqu'à il y a environ 5 minutes. La couleur quitta le visage de Bruno. Autour de nous, je pouvais sentir les gens se tourner, sentant le drame. François s'approcha, son expression passant de la confusion à l'inquiétude. « Attendez, quoi ?» dit Bruno, regardant entre Delphine et moi. « Tu m'as dit que vous étiez séparés. Tu as dit que vous alliez divorcer. » « Ah oui ?» Je sortis mon téléphone et ouvris la galerie de photos. « Est-ce que c'est ce que font les gens séparés ?» Je lui montrai les photos que je venais de prendre. Bruno fixa l'écran, sa mâchoire travaillant silencieusement. Sur les photos, il n'y avait aucun doute sur ce qui se passait. Aucune façon de le présenter comme innocent ou amical. « Tu m'as dit qu'il avait déménagé, dit Bruno à Delphine, sa voix montant. Tu as dit qu'il vivait avec son frère. » Je n'ai jamais dit ça, protesta Delphine, mais sa voix était faible. Tu as absolument dit ça il y a 3 semaines au Murphy's Bar, tu as dit que tu étais enfin libre. La fête était silencieuse maintenant. 25 personnes restaient figées, boisson à la main, regardant mon mariage imploser en temps réel. Quelqu'un avait baissé la musique. Dans le silence soudain, chaque mot portait. Joël, dit Delphine, des larmes commençant à se former. Laisse-moi expliquer. Expliquer quoi, demandai-je. Expliquer comment tu m'as dit de quitter ma propre maison pour que tu puisses embrasser ton ex. Expliquer comment tu nous as menti à tous les deux. Ou expliquer comment tu portes le collier que je t'ai acheté pendant que tu me trompes. Sa main vola à sa gorge, touchant les perles comme si elle les avait oubliées. Je pense que je devrais partir, dit Bruno doucement. Oui, dis-je, sans quitter ma femme des yeux. Je pense que tu devrais. Mais il ne bougea pas. Aucun de nous ne bougea. Nous restâmes là, dans les débris de la soirée, entourés des restes d'une fête qui avait connu une mort soudaine et laide. François s'approcha de moi. « Tu vas bien, mon frère ?» Je regardais les visages de nos amis et de notre famille.
Certains avaient l'air choqués, d'autres mal à l'aise. Quelques-uns, comme Madame Dubois, avaient l'air presque impatients, comme s'il assistait au meilleur potin de l'année. En fait, dis-je, ma voix portant clairement à travers le silence. Je vais mieux que je ne l'ai été depuis des mois parce que maintenant je sais exactement où j'en suis. Je me tournai pour faire face à la pièce, m'adressant à tout le monde en même temps. Merci à tous d'être venus célébrer l'anniversaire de ma femme. Malheureusement, la fête est finie. Delphine a d'autres projets pour la soirée. Joël, s'il te plaît, murmura Delphine, me saisissant le bras. Ne fais pas ça. Pas ici. Je baissai les yeux sur sa main sur mon bras, puis sur son visage. Tu l'as déjà fait, Delphine. Je m'assure juste que tout le monde le sache. Je retirai doucement sa main et me dirigeai vers la porte arrière. François, tu veux bien m'aider à nettoyer plus tard? J'ai des appels à passer. Bien sûr, mec. Tout ce dont tu as besoin. Je m'arrêtai sur le seuil et regardai une dernière fois en arrière. Delphine se tenait figée au centre de la pièce, des larmes coulant sur son visage, le collier de perles scintillant à sa gorge. Bruno s'était reculé vers la porte d'entrée, clairement désespéré de s'échapper. Nos amis et notre famille étaient dispersés autour d'eux comme des témoins d'un accident de voiture. Oh, et Delphine lançait je. Garde le collier. Considère-le comme un cadeau de départ. Puis je sortis dans l'air frais de la nuit et commençai à planifier le reste de ma vie. 3 jours plus tard, je vivais dans mon atelier. Pas littéralement. Je dormais toujours dans la maison, je me douchais et y prenais mes repas. Mais émotionnellement, spirituellement, j'avais déménagé dans le garage aménagé derrière notre propriété où je gardais mes outils et travaillais sur des projets annexes. C'était le seul espace qui me semblait entièrement le mien désormais. Delphine avait essayé de me parler exactement une fois depuis la fête. Elle m'avait coincé dans la cuisine le matin suivant, toujours dans son peignoir, les yeux rouges à force de pleurer. Joël, nous devons discuter de ce qui s'est passé. Non, avais-je dit, sans lever les yeux de mon café. Nous n'avons pas à le faire. Tu m'as humilié devant tous ceux que nous connaissons. Cela m'avait fait rire, un rire sans aucune joie. Je t'ai humilié, Delphine? Je t'ai trouvé en train d'embrasser un autre homme à ta propre fête d'anniversaire, une fête que j'ai organisée pour toi, portant un cadeau que je t'ai acheté. Si tu es humilié, tu l'as fait toi-même. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. Et apparemment, c'est exactement ce que Bruno pensait aussi, puisque tu lui as dit que nous étions séparés. Elle était restée silencieuse alors, ce qui m'avait dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Pas de dénégation, pas d'explication. Cela avait du sens. Juste le silence. Je demande le divorce, avais-je dit doucement. Tu peux rester dans la maison jusqu'à ce que nous réglions les détails, mais nous avons fini de parler de ça. Assis maintenant dans mon atelier avec une bière et mon ordinateur portable, je cherchais des avocats spécialisés dans le divorce et essayais de comprendre comment démêler 4 années de tout ce qui était partagé. Compte bancaire, carte de crédit, la maison, les voitures. Nous avions construit une vie ensemble et maintenant je devais la démanteler pièce par pièce. Mon téléphone vibra. Message texte de François. Comment tu te portes? J'ai connu mieux, répondis-je. Mais pire aussi. Tu veux de la compagnie? J'ai de la bière et de la nourriture chinoise. 20 minutes plus tard, François était assis sur mon établi, me tendant des récipients de Hello Mine et posant les questions que j'avais évitées. Alors, c'est quoi le plan, dit-il autour d'une bouchée de poulet à l'orange. Divorce, tout partagé 50-50e. Continuer ma vie. Ça, ce n'est pas un plan. C'est une liste de courses. Qu'est-ce que tu vas faire, concrètement? Je posai mes baguettes et le regardai. François était mon ami depuis le lycée, avait été mon témoin à mon mariage, m'avait vu tomber amoureux de Delphine et construire une vie avec elle. Si quelqu'un méritait la vérité, c'était lui. Je vais m'assurer qu'elle ne puisse pas réécrire l'histoire, dis-je. Elle a déjà commencé à dire aux gens que c'était un malentendu, que Bruno l'avait embrassé et qu'elle l'avait repoussé. Sophie a fait circuler cette version en ville. Mais tu as les photos. J'ai les photos et je vais m'assurer que les bonnes personnes les voient. François resta silencieux un instant, étudiant mon visage. Tu es sûr de ça? Une fois que tu t'engages sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière possible.
Elle a fait ce choix pour moi quand elle m'a demandé de quitter ma propre maison pour qu'elle puisse me tromper. C'est juste. Il ouvrit une autre bière. De quoi as-tu besoin? C'était François. Pas de jugement, pas de leçon sur la façon de prendre le chemin le plus facile. Juste un soutien pratique. Des informations, dis-je. J'ai besoin de savoir depuis combien de temps ça dure. Qui d'autre sait ce qu'elle raconte aux gens? Et j'ai besoin de savoir ce qu'elle prépare. Je peux t'aider avec ça. Ma cousine Lise travaille à la banque du centre-ville, la même où Delphine a son compte personnel. Et ma petite amie connaît Sophie de son cours de yoga. Je ne te demande rien d'illégal. Bien sûr que non. Mais l'information a une façon de voyager, tu sais. Nous passâmes l'heure suivante à planifier ce que François appelait généreusement ma mission de recherche de faits et ce que je considérais en privé comme le début de ma vengeance. Parce que c'était ça, en réalité, pas seulement un divorce, pas seulement aller de l'avant. Delphine m'avait humilié publiquement, m'avait menti à moi et à Bruno, avait essayé d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Maintenant, elle allait apprendre que les actions ont des conséquences. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Joël, c'est Bruno. Bruno Martin. On peut parler? Je regardais François qui haussa les sourcils. Je mis le téléphone sur haut-parleur. Qu'est-ce que tu veux, Bruno? Je veux m'excuser, mec. Je n'avais aucune idée que vous étiez encore ensemble. Delphine m'a dit que vous étiez séparés il y a des mois. Que vous attendiez juste que la paperasse soit réglée. Quand a-t-elle dit ça? En mars, on s'est rencontrés à ce café de la Grande Rue. On a commencé à parler. Elle semblait vraiment triste. Elle a dit que le mariage était fini depuis un moment, mais que vous étiez tous les deux trop têtus pour officialiser les choses. Mars. Il y a 3 mois. 3 mois qu'elle nous mentait à tous les deux, nous montait l'un contre l'autre. Combien de fois l'as-tu vu? Demandai-je. Bruno resta silencieux un long moment. Écoute, je ne veux pas empirer les choses pour toi. Ça ne peut pas empirer. Combien de fois? Peut-être 10, 12. On se rencontrait pour un café ou un déjeuner. Elle disait qu'elle avait besoin d'un ami qui comprenne ce qu'elle traversait. Et l'autre soir, c'était la première fois que tu l'embrassais? Mon Dieu, non. On a été ensemble quelques fois. Je pensais qu'elle était célibataire, Joël. Je te jure, je pensais qu'elle était célibataire. Je fermais les yeux. Quelquefois. Des mois de ça, pas juste un moment de faiblesse. Où, demandai-je. Quoi? Où as-tu couché avec ma femme? François fit un mouvement de coupe sur sa gorge, me disant d'arrêter. Mais j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de comprendre toute l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Chez moi, dit Bruno doucement. Toujours chez moi. Elle a dit que ce serait trop bizarre chez elle avec toutes tes affaires encore là. Mes affaires. Comme si j'étais déjà un fantôme dans ma propre maison. Joël, je suis vraiment désolé. Si j'avais su. Tu aurais fait quoi? Pas coucher avec elle ou juste été plus prudent? Je ne l'aurais pas touchée. Je ne suis pas ce genre de gars. Peut-être qu'il ne l'était pas. Peut-être qu'il n'était qu'une autre victime des mensonges de Delphine. Mais j'étais trop en colère pour me soucier de ses sentiments en ce moment. Reste loin de ma femme, dis-je. Reste loin de ma maison. Et si tu la revois, dis-lui que son mari sait tout maintenant. Je raccrochai et jetai le téléphone sur mon établi. Des mois, dis-je à François. Ça dure depuis des mois. Je suis désolé, mon frère. Elle m'a regardé dans les yeux tous les jours pendant des mois et m'a menti. M'a fait me sentir fou d'être méfiant. M'a fait croire que j'étais paranoïaque et jaloux. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la maison. Les lumières étaient allumées dans le salon et je pouvais voir Delphine bouger à l'intérieur, probablement au téléphone avec Sophie, probablement en train de planifier son prochain coup. Je vais m'assurer que tout le monde sache qui elle est vraiment, dis-je. À commencer par son travail. François parut confus. Son travail? Delphine travaille aux ressources humaines chez Moreau Industries. Grosse entreprise, beaucoup de politique sur la conduite des employés et la moralité.
Ils prennent ça au sérieux. Tu vas la faire virer. Je vais la laisser se faire virer. Tout ce que je vais faire, c'est m'assurer que les bonnes informations parviennent aux bonnes personnes. Je me tournai vers François et il a dû voir quelque chose dans mon expression qui l'inquiéta. Joël, réfléchis bien. Si tu y vas à fond, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu es sûr de vouloir tout brûler? Je pensais aux 4 dernières années. La façon dont elle riait de mes blagues, se blottissait contre moi sur le canapé pendant les films, me défendait auprès de ses amis quand ils faisaient des commentaires méprisants sur mon travail manuel. Je pensais à la femme dont j'étais tombé amoureux, celle qui avait promis de m'aimer et de m'honorer pour le meilleur et pour le pire. Puis je pensais à elle me demandant de quitter ma propre maison pour qu'elle puisse me tromper la conscience tranquille. Elle l'a déjà brûlée, dis-je. Je m'assure juste que tout le monde puisse voir les flammes. Le lendemain matin, je me portai malade au travail et me rendis à Moreau Industries. Je n'avais pas de plan précis, juste une vague idée des politiques d'entreprise et des clauses de faute graves. Mais alors que j'étais assis sur le parking, observant les employés affluer vers le bâtiment de verre étincelant où ma femme passait 40 heures par semaine, une meilleure idée commença à se former. Je sortis mon téléphone et fis défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais. David Moreau Jr. Le fils du propriétaire et l'actuel vice-président des opérations. Nous nous étions rencontrés lors d'un barbecue d'entreprise 2 ans auparavant, et il m'avait semblé être un type bien. Plus important encore, il me semblait être le genre de personne qui prenait au sérieux la réputation de son entreprise. David, c'est Joël Carter, le mari de Delphine. On s'est rencontrés au pique-nique de l'entreprise il y a quelque temps. Joël, content de t'entendre. Comment vas-tu? En fait, c'est pour ça que j'appelle. J'ai besoin de te parler de quelque chose de délicat, quelque chose qui affecte l'entreprise. Il y eut une pause. Quel genre de quelque chose? Le genre qui est mieux discuté en personne. Es-tu libre pour un café ce matin? 1 heure plus tard, j'étais assis en face de David Moreau Jr. dans un coin tranquille du dîner Stella, observant son visage changer alors que je lui exposais la situation. Je veux être clair, dis-je, glissant les photos imprimées sur la table. Je ne te demande pas de virer ma femme. Je m'assure juste que tu aies toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant tes employés. David examina les photos, son expression devenant de plus en plus troublée à chaque image. Celles-ci ont été prises lors d'une fête privée chez moi. À sa fête d'anniversaire, une fête que j'ai organisée pour elle. Et cet homme, il n'est pas employé par Moreau Industries. Non, il est au chômage. En fait, il vit au crochet de son ex-petite amie et de ce qu'il peut gagner en vendant des compléments alimentaires en ligne. David posa les photos et se frotta les tempes. Joël, j'apprécie que tu portes cela à mon attention, mais je ne suis pas sûr de ce que tu attends de moi. Ce que Delphine fait dans sa vie personnelle ne la regarde qu'elle. Absolument. Sauf si cela rejaillit sur les valeurs de l'entreprise ou crée un environnement de travail hostile. Je me penchai en avant. David, votre entreprise a une politique stricte concernant la conduite des employés, n'est-ce pas? Concernant le maintien de l'intégrité et de la réputation de Moreau Industries. Oui, mais... Et Delphine est aux ressources humaines. C'est elle qui applique ces politiques, qui prend des décisions concernant l'emploi d'autres personnes en fonction de leur caractère et de leur jugement. Je pouvais le voir commencer à comprendre où je voulais en venir. Elle a menti à son mari pendant des mois, continuai-je, menant une liaison tout en se présentant comme séparée à son amant et joyeusement mariée à ses collègues. Elle a utilisé le temps de l'entreprise pour coordonner des rendez-vous avec cet homme. J'ai des relevés téléphoniques montrant des appels et des messages pendant les heures de travail, et elle a violé les propres politiques de son service concernant l'honnêteté et l'intégrité. David resta silencieux un long moment, fixant les photos. Qu'est-ce que tu me demandes exactement de faire? Je te demande d'enquêter pour savoir si ta responsable des ressources humaines s'est conduite d'une manière conforme aux valeurs que Moreau Industries attend de ses employés, en particulier de ceux occupant des postes de confiance et d'autorité. Cela ressemble à une vengeance, Joël. C'est une vengeance, mais c'est aussi la vérité. Et si la vérité lui est préjudiciable, c'est de sa faute, pas de la mienne. David ramassa les photos et me les rendit. Je vais y regarder, mais je veux que tu saches que si cela s'avère être une sorte de vendetta, alors tu auras aussi appris quelque chose d'important sur mon caractère, et tu pourras prendre des décisions en conséquence. Je quittai le dîner en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des jours.
Pas heureux exactement, mais déterminé. Pendant des mois, j'avais réagi aux mensonges et aux manipulations de Delphine. Toujours un pas en arrière. Toujours en train d'essayer de rattraper la réalité. Maintenant, j'agissais. Mon téléphone sonna alors que je rentrais chez moi. François, comment ça s'est passé avec le truc de l'entreprise? Bien. Que as-tu découvert? Lise dit que Delphine a déplacé de l'argent. De petites sommes mais régulières. Des virements du compte joint vers son épargne personnelle. Cela a commencé il y a environ 6 semaines. 6 semaines. Juste au moment où elle aurait planifié sa fête d'anniversaire. Prévu d'inviter Bruno. Prévu de m'humilier devant tout le monde. Combien? Environ 3000 € jusqu'à présent. Rien qui déclencherait des alertes automatiques, mais assez pour se constituer un pécule. Elle prévoit de partir. On dirait bien. Il y a plus. Ma petite amie a parlé à Sophie au yoga hier. Apparemment, Delphine raconte aux gens que tu as été émotionnellement abusif. Qu'elle avait peur de partir parce que tu l'avais menacée. J'ai dû m'arrêter. La colère qui m'a frappé était si soudaine et intense que je ne voyais plus rien. Menacée? Je n'ai jamais même élevé la voix contre elle. Je sais ça, mec. Tous ceux qui te connaissent le savent. Mais elle construit un récit. Quel genre de récit? Le genre où elle est la victime et tu es le mari dominateur qui l'a poussée dans les bras d'un autre homme. Le genre où sa tromperie n'était en fait qu'une tentative d'échapper à une situation abusive. Je restais assis dans mon camion sur le bord de la route, serrant le volant et essayant de digérer ce nouveau niveau de trahison. Il ne suffisait pas qu'elle me trompe, qu'elle me mente, qu'elle m'humilie. Maintenant, elle allait aussi détruire ma réputation. Me dépeindre comme un agresseur pour justifier ses actions. François, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Dis-moi. J'ai besoin que tu commences à enregistrer des conversations. Chaque fois que quelqu'un parle de moi ou de Delphine, chaque fois que quelqu'un répète sa version des événements, j'ai besoin de documentation. Tu penses à un procès? Je pense à la survie. Si elle essaie de me détruire, je dois pouvoir me défendre. Considère ça comme fait. Quoi d'autre? Je pensais à l'appel de Bruno, aux mois de mensonges, à l'argent qu'elle avait caché, et aux histoires qu'elle avait répandues. J'ai besoin de savoir où elle l'a rencontré. J'ai besoin de dates, d'heures, de lieux, et j'ai besoin de savoir qui d'autre est au courant. Joël, es-tu sûr de vouloir t'engager dans cette voie? Ça commence à ressembler à quoi? À quelque chose de grand que tu prépares. Il avait raison. Je préparais quelque chose de grand. Parce que Delphine avait fait une erreur cruciale dans sa campagne pour me détruire. Elle avait sous-estimé à quel point j'étais intelligent, à quel point je pouvais être déterminé, et combien d'amis j'avais qui seraient prêts à m'aider à riposter. Elle veut jouer à des jeux, dit je. Alors, jouons à des jeux. 2 semaines plus tard, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Le réseau d'informateurs de François avait été plus efficace que je ne l'avais espéré. Sa cousine Lise avait fourni un relevé détaillé des activités financières de Delphine. Sa petite amie avait documenté chaque mensonge que Sophie répandait au cours de yoga. Son ami qui travaillait à la compagnie de téléphone m'avait donné des relevés montrant la fréquence et l'heure des appels entre Delphine et Bruno. Mais la véritable percée vint d'une source inattendue. Madame Dubois, ma voisine âgée, qui avait apparemment surveillé ma maison avec la dévotion d'une espionne de la guerre froide. Joël, mon cher, m'avait-elle dit, me coinçant alors que je relevais mon courrier. Oh, mon Dieu, j'espère que ça ne vous dérange pas, mais j'ai surveillé cet homme qui rendait visite à votre femme. Elle me tendit un petit carnet rempli de dates, d'heures et de numéros de plaques d'immatriculation. 3 mois de documentation enregistrée avec la précision d'une sténographe de tribunal. Je savais que quelque chose n'allait pas, dit-elle en me tapotant le bras. Une femme ne reçoit pas de visiteurs masculins quand son mari est au travail à moins qu'elle ne trame quelque chose. Selon les relevés de Madame Dubois, Bruno était venu chez moi 17 fois pendant que j'étais au travail, toujours entre 10h et 14h, restant toujours 2 à 3h. La visite la plus récente avait eu lieu la veille. La veille, alors que j'installais des armoires de cuisine de l'autre côté de la ville, ma femme couchait avec son ex-petite amie dans notre lit. J'avais atteint mon point de rupture. Ce soir-là, j'attendis que Delphine rentre du travail, puis je lui demandai de s'asseoir à la table de la cuisine. Nous devons parler, dis-je.
Elle avait l'air nerveuse, ce qui me dit qu'elle savait que cette conversation allait arriver. D'accord. J'étalai le carnet de Madame Dubois sur la table ainsi que des imprimés des relevés téléphoniques et bancaires. Son visage devint blanc alors qu'elle reconnaissait ce qu'elle regardait. 17 fois, dis-je doucement. Il est venu chez nous 17 fois au cours des 3 derniers mois. Toujours quand je suis au travail, toujours pendant des heures. Joël, je peux expliquer. Tu as transféré 3 000 € de notre compte joint vers ton épargne personnelle. De l'argent que j'ai gagné. De l'argent de notre vie commune, de l'argent que tu m'as caché. Je ne faisais que. Tu as dit aux gens que j'étais abusif, que je t'avais menacé, que j'étais contrôlant et manipulateur. Sa bouche s'ouvrit et se referma sans un son. Et hier, pendant que je travaillais un poste de 12 heures pour payer cette maison, tu as amené Bruno ici et tu as couché avec lui dans notre lit. Comment tu? Elle s'arrêta, mais il était trop tard. Comment je sais? Parce que je ne suis pas stupide, Delphine. Parce que j'ai des yeux et des oreilles et des amis qui tiennent à moi. Parce que tu as tellement menti que tu ne peux plus tenir ta version des faits. Je me penchai en arrière sur ma chaise et étudiai son visage. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, dégonflée. Voici ce qui va se passer, dis-je. Tu vas faire tes bagages et tu vas partir ce soir. Tu peux rester chez Sophie ou Bruno ou toute autre personne à qui tu te confiais, mais tu ne restes pas ici. Tu ne peux pas me chasser de ma propre maison. Regarde-moi faire. Cette maison est à mon nom. Je l'ai achetée avant que nous nous marions, et j'ai fait les paiements depuis. Légèrement, tu es une invitée ici et je te demande de partir. Joël, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas arranger ça? Ne pouvons-nous pas essayer une thérapie? Une thérapie? Je ris et ce fut plus dur que je ne l'avais voulu. Tu veux aller en thérapie pour travailler sur notre mariage pendant que tu couches avec un autre homme. Je vais arrêter avec Bruno. Je vais couper tout contact. Nous pouvons recommencer. Pendant un instant, j'ai presque cru qu'elle le pensait. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de désespéré et de sincère qui me rappelait la femme que j'avais épousée. Mais ensuite, je pensais aux mensonges, aux mois de tromperie, à la façon dont elle m'avait demandé de quitter ma propre maison pour qu'elle puisse me tromper la conscience tranquille. C'est trop tard, dis-je. Je ne t'aime plus, Delphine. Je ne te fais plus confiance. Je ne te respecte plus, et je ne veux plus être mariée à toi. Elle se mit à pleurer alors. De vraies larmes qui auraient pu m'émouvoir il y a une semaine. Maintenant, elle me rendait juste fatigué. Fais tes bagages, dis-je de nouveau. Je te donne 1 heure. Elle monta à l'étage et je l'entendis s'affairer dans notre chambre, ouvrant des tiroirs et des placards. Quand elle redescendit, elle portait une petite valise et le collier de perles que je lui avais donné. Joël, enlève-le. Quoi? Le collier. Enlève-le. Tu as dit que je pouvais le garder. C'était avant que je sache que tu le portais pendant que tu me trompais. Enlève-le. Elle leva ses mains tremblantes et dégrafa le collier, le posant sur la table de la cuisine entre nous. Je t'aimais, dit-elle doucement. Non, tu ne m'aimais pas. Tu aimais l'idée d'être marié, la sécurité, la respectabilité, mais tu ne m'aimais pas. Si tu m'avais aimé, tu n'aurais pas fait ça. Elle prit sa valise et se dirigea vers la porte d'entrée, puis se retourna une dernière fois. Tu le regretteras, dit-elle. Quand tu seras seul et amer et en colère, tu regretteras d'avoir gâché 4 ans pour une erreur. Une erreur? Je me levai et marchai vers elle. Delphine, ce n'était pas une erreur. C'était des mois de choix délibérés. C'était de la planification, du mensonge et de la manipulation. C'était toi qui décidais que ton bonheur était plus important que notre mariage, plus important que mes sentiments, plus important que la décence humaine de base. J'ouvris la porte d'entrée et la tins pour elle. La seule chose que je regrette, dis-je, c'est de ne pas avoir vu qui tu étais vraiment plus tôt. Elle sortit dans la nuit et je fermai la porte derrière elle. Puis je me rendis à la cuisine, pris le collier de perles et le jetai à la poubelle. Pour la première fois depuis des mois, ma maison me semblait être un foyer. Les papiers de divorce furent déposés un mardi. Le jeudi, Delphine fut suspendue de son poste en attendant une enquête sur une conduite incompatible avec celle d'une employée de Moreau Industries. Le lundi suivant, elle était au chômage. David Moreau Jr. m'appela personnellement pour me l'annoncer.
Nous avons mené une enquête approfondie, dit-il. Relevé téléphonique, utilisation d'ordinateur, entretien avec des collègues. Elle menait des affaires personnelles pendant les heures de travail, utilisant les ressources de l'entreprise pour faciliter une liaison extra-conjugale et créant un environnement de travail hostile par sa malhonnêteté. Quelle a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Elle a menti à notre enquêteur, affirmant n'avoir jamais utilisé les téléphones ou les ordinateurs de l'entreprise pour des appels ou des emails personnels. Nous lui avons montré les preuves, et elle a campé sur ses positions dans son mensonge. À ce moment-là, nous n'avons pas eu le choix. Je ressentis une vague de satisfaction qui me surprit par son intensité. Non seulement parce qu'elle avait été virée, mais parce qu'elle l'avait été pour les mêmes défauts de caractère qui avaient détruit notre mariage. Malhonnêteté, égoïsme et incapacité à prendre ses responsabilités. David, je tiens à vous remercier pour la façon dont vous avez traité cette affaire. Joël, puis-je vous demander quelque chose? Est-ce que vous allez bien? Je veux dire, vraiment bien. Ces dernières semaines ont été infernales pour vous. J'y pensais. Allais-je bien? Mon mariage était terminé. Ma femme m'avait trahi de la manière la plus fondamentale possible, et j'avais passé le dernier mois à détruire systématiquement sa vie en retour. Je vais mieux que bien, dis-je, et je réalisais que c'était vrai. Pour la première fois depuis des mois, je me sens moi-même. Ce soir-là, François vint avec de la pizza et de la bière pour célébrer ce qu'il appelait ma libération. Alors, la suite? Demanda-t-il, s'installant sur mon canapé avec une part de pepperoni. Ensuite, je finis ce qu'elle a commencé. C'est-à-dire? Je sortis mon téléphone et lui montrai une série de messages textes que j'avais reçus tout au long de la journée. Des messages d'amis, de collègues, de connaissances, tous offrant leur soutien, exprimant leur indignation face au comportement de Delphine. Partageant leurs propres histoires de soupçons qu'ils avaient eus mais n'avaient pas voulu exprimer. Apparemment, je n'avais pas été le seul à qui elle avait menti. C'est-à-dire, je m'assure que tout le monde sache la vérité. Pas ma version de la vérité. Pas un tour de passe-passe ou un récit, juste les faits. Tu vas rendre ça public? Je vais arrêter de me cacher. Elle a contrôlé le récit pendant des semaines, se présentant comme la victime et moi comme le méchant. Il est temps de rétablir la vérité. J'avais déjà commencé. Plus tôt ce jour-là, j'avais posté une simple mise à jour de statut sur les réseaux sociaux, pour ceux qui s'interrogent sur mon mariage, Delphine et moi divorçons. Elle a eu une liaison pendant des mois. J'ai des preuves. Je vais bien. En quelques heures, j'avais reçu des dizaines de commentaires et de messages privés. Certains offraient de la sympathie. D'autres partageaient leurs propres expériences d'infidélité, et quelques-uns fournissaient des informations que je ne connaissais pas sur le comportement de Delphine au cours des derniers mois. Joël, dit François avec prudence. Tu es sûr de vouloir faire ça? Une fois que tu auras tout révélé, tu ne pourras plus revenir en arrière. Elle a fait ce choix pour moi quand elle a décidé de me tromper. Je m'assure juste que les conséquences retombent là où elles doivent. Mon téléphone vibra. Message texte d'un numéro inconnu. C'est Sophie. Nous devons parler. Je montrai le message à François, qui haussa les sourcils. Tu vas répondre? Oh, absolument. Je répondis en tapant, parler de quoi? De ce que tu fais à Delphine, des mensonges que tu répands. Je n'ai pas dit de mensonges. Tout ce que j'ai partagé est un fait documenté. Tu détruis sa vie pour une erreur. Une erreur qui a duré 3 mois et a impliqué 17 visites chez moi pendant que j'étais au travail. Une erreur qui incluait le fait de me mentir, de lui mentir, de voler de l'argent de notre compte joint et d'essayer de me dépeindre comme abusif pour justifier son comportement. Il y eut une longue pause avant son message suivant. Elle reste chez moi. Elle est dévastée. Elle a perdu son emploi. Elle divorce. Et maintenant, tout le monde en ville parle d'elle. Bien. Les actions ont des conséquences. Tu es cruel. Je fixai ce message un long moment, sentant la colère monter dans ma poitrine. Cruel. Tu veux savoir ce qui est cruel, Sophie? Cruel, c'est de demander à ton mari de quitter sa propre maison pour que tu puisses le tromper. Cruel, c'est de mentir à quelqu'un pendant des mois pendant que tu couches avec sa femme. Cruel, c'est d'essayer de détruire la réputation de quelqu'un pour masquer ton propre mauvais comportement. Elle a fait une erreur.
Elle a fait un choix chaque jour pendant des mois. Elle a choisi de me mentir. Elle a choisi de trahir notre mariage. Elle a choisi de m'humilier devant tous ceux que nous connaissons. Et toi, tu as choisi de l'aider à le faire. J'étais une bonne amie. Tu étais une facilitatrice. Tu as invité Bruno à cette fête en sachant ce qui allait se passer. Tu as répandu des mensonges sur mon comportement abusif. Tu l'as aidé à cacher de l'argent et à planifier sa stratégie de départ. Une autre longue pause. Qu'est-ce que tu veux d'elle? Rien. Je ne veux rien d'elle. Je veux qu'elle disparaisse complètement de ma vie. Alors pourquoi fais-tu ça? Pourquoi essaies-tu de la détruire? Je regardais François, qui me regardait avec inquiétude. Il murmura, fais attention. Je n'essaie pas de la détruire, répondis-je. Je m'assure juste que la vérité soit connue. Si la vérité est destructrice pour elle, c'est son problème. S'il te plaît, Joël, elle est désolée. Elle sait qu'elle a tout gâché. Ne peux-tu pas laisser tomber? Laisser tomber comme s'il s'agissait d'un désaccord mineur, d'un petit malentendu qui pouvait être aplané par des excuses. Dis quelque chose à Delphine pour moi, écrivis-je. Dis-lui que désolé et ne répare rien. Désolé et ne défait pas des mois de mensonges. Désolé et ne restaure pas la confiance, le respect ou l'amour. Désolé n'est qu'un mot que les gens utilisent quand ils sont pris. Tu le regretteras un jour. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir vu qui elle était vraiment plus tôt. Et Sophie, perds mon numéro. Nous ne sommes plus amis. Je bloquai son contact et posai mon téléphone. Tu te sens mieux? Demanda François. En fait, oui, je me sens mieux. Et c'était vrai. Pendant des mois, j'avais été la victime de cette histoire, celui à qui on mentait, qu'on manipulait et qu'on trahissait. Maintenant, je reprenais le contrôle, je ripostais, m'assurant que la personne qui avait causé tous ces dommages soit celle qui en paie le prix. Cela ressemblait à la justice. Cela ressemblait à la victoire. Et je ne faisais que commencer. Le divorce fut prononcé un jeudi pluvieux de novembre, exactement 6 mois après la fête d'anniversaire de Delphine. Je restais assis dans le couloir du palais de justice après, tenant les papiers qui officialisaient la fin de mon mariage, me sentant étrangement vide. C'était fini. 4 ans de mariage, 8 mois de mensonges et 2 mois de guerre, tout cela réduit à un document légal qui divisait nos biens et nous déclarait de nouveau étrangers. Delphine avait tenté une dernière manipulation lors de l'audience finale. Elle s'était présentée avec un avocat et une histoire d'abus émotionnel, d'avoir été poussée dans les bras d'un autre homme par mon comportement dominateur. Elle avait même amené Sophie comme témoin de moralité. Cela n'avait pas fonctionné. Les preuves étaient trop accablantes, trop bien documentées. Relevés téléphoniques, relevés bancaires, témoignages, photographies. Tout brossait un tableau clair d'une femme qui avait planifié et exécuté une liaison de plusieurs mois tout en mentant systématiquement à toutes les personnes impliquées. La juge n'avait pas du tout été impressionnée par son affirmation que le transfert d'argent vers un compte secret était de la planification financière plutôt qu'une préparation à l'abandon du mariage. Au final, elle était partie avec ses effets personnels et la moitié de la valeur de nos biens communs, moins les 3 000 € qu'elle avait cachés, que le juge m'avait attribués en compensation de sa faute financière. J'avais gardé la maison, le camion et ma dignité. Maintenant, assis dans mon camion devant le palais de justice, j'appelais François pour lui dire que c'était fini. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. Libre, dis-je, et je le pensais. Et après ? Après, je continue ma vie. J'ai une entreprise à gérer, une maison à apprécier et un avenir à construire. Des regrets ? J'y pensais. Regrettais-je la façon dont j'avais géré les choses ? La destruction systématique de la réputation et de la carrière de Delphine, la manière froide et calculée dont j'avais exposé chaque mensonge et chaque trahison. Non, dis-je finalement. Elle a fait ses choix, et j'ai fait les miens. Elle a choisi de mentir, de tromper et d'essayer de me détruire. J'ai choisi de riposter. Bien pour toi, mon frère. Tu veux dîner ce soir ? Fêter ta liberté. En fait, je pense que je veux rentrer chez moi et être seul dans ma maison. Ma maison sans mensonge, sans secret, sans personne qui complote derrière mon dos. Je comprends, mais Joël, ne reste pas seul trop longtemps, d'accord ? Ne laisse pas cela te rendre amer.
Je ne suis pas amer, dis-je. Je suis juste prudent maintenant. Je sais à quoi ressemble la trahison. Je sais ce que les mensonges racontent. Je ne serai plus jamais aussi naïf. Je rentrai chez moi sous la pluie de novembre, passant devant le café où Delphine avait renoué avec Bruno. Passant devant Moreau Industries où elle travaillait. Passant devant le bar où François et moi avions planifié ma contre-attaque. Tout semblait différent maintenant, plus petit d'une certaine manière, moins important. Quand je rentrais, je trouvais une enveloppe sur mon porche. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit de la main de Delphine. À l'intérieur, il y avait une lettre, 3 pages de son écriture soignée. Joël, commençait-elle. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais j'avais besoin de dire ceci. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai fait des choix terribles et dit des mensonges horribles. Je sais que j'ai détruit quelque chose de bon, de pur et de réel. J'ai failli la jeter sans lire le reste. Mais quelque chose m'a poussé à continuer. Je veux que tu saches que je t'aimais. Vraiment. Mais j'étais effrayé, confus et égoïste. Et je me suis convaincu que je méritais plus que ce que nous avions. Je me suis convaincu que tu ne me voyais pas vraiment, que tu ne m'appréciais pas vraiment. J'avais tort. Bruno n'a jamais été une question d'amour. Il s'agissait de me sentir jeune à nouveau, de me sentir désiré, de me sentir comme la personne que j'étais avant de devenir une femme mariée et une adulte responsable. C'était stupide et destructeur, et je le regrette chaque jour. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je sais que tu penses que je suis une personne terrible. Peut-être as-tu raison. Mais je voulais que tu saches que te perdre a été la pire chose qui me soit jamais arrivée. Pas de perdre mon emploi, pas les rumeurs, pas la honte. Te perdre, toi. J'espère qu'un jour tu trouveras quelqu'un qui te mérite. Quelqu'un qui voit à quel point tu es bon, loyal et fort. Quelqu'un qui ne sera pas assez stupide pour gâcher ton amour. Je suis désolé, Joël, pour tout. Elle était simplement signée, Delphine. Je la lus 2 fois, puis je me rendis à la cuisine et la jetai à la poubelle. Les excuses ne réparaient rien. Les excuses ne défaisaient pas des mois de trahison. Les excuses n'étaient qu'un mot que les gens utilisaient quand ils étaient enfin confrontés aux conséquences de leur choix. Mais alors que je me tenais dans ma cuisine, dans ma maison, dans ma vie qui était enfin complètement la mienne, je réalisais quelque chose de surprenant. Je n'étais plus en colère. La rage qui m'avait soutenu pendant des mois de planification, de combat et de vengeance s'était éteinte, laissant derrière elle quelque chose de plus propre et de plus calme. J'en avais fini avec Delphine. Fini avec les mensonges, la trahison, le drame. Fini de laisser ses choix définir ma vie, je sortis mon téléphone et supprimai ses coordonnées, la bloquai sur les réseaux sociaux, effacer les dernières traces numériques de notre relation. Puis j'ouvris une bière, m'assis sur mon canapé et commençai à planifier le reste de ma vie. Une vie sans mensonge, sans trahison, sans quelqu'un qui pourrait me regarder dans les yeux et promettre de m'aimer tout en planifiant de me détruire. Une vie qui était entièrement, complètement, finalement la mienne. 6 mois plus tard, je croisai Bruno à la quincaillerie. Il avait l'air plus vieux, fatigué, comme quelqu'un qui avait appris de dures leçons sur la différence entre le fantasme et la réalité. « Joël, dit-il doucement. Comment vas-tu ? » Bien, dis-je, et je le pensais. Vraiment bien. J'ai entendu parler du divorce. Je suis désolé que ça se soit passé comme ça. Moi non, il hocha la tête, comprenant. Pour ce que ça vaut, je suis désolé pour ma part dans tout ça. Je ne savais vraiment pas que vous étiez encore ensemble. Je sais qu'elle nous a menti à tous les deux. Oui, c'est vrai. Il resta silencieux un instant. Tu sais, elle a déménagé, n'est-ce pas? Elle a quitté la ville il y a environ 1 mois. Je ne le savais pas, mais je n'étais pas surpris. Il n'y avait plus grand-chose pour elle ici. Tant mieux pour elle, dis-je. J'espère qu'elle trouvera ce qu'elle cherche. Et je le pensais aussi. Non pas parce que je lui avais pardonné, mais parce que son bonheur ou son malheur ne me concernait plus. Elle n'était plus qu'une personne que je connaissais. Quelqu'un qui m'avait enseigné d'importantes leçons sur la confiance et la trahison et le prix de la naïveté. Quelqu'un qui m'avait rendu plus fort en me brisant. Bruno hocha la tête et s'éloigna, et je terminai mes achats et rentrai chez moi, ma vie, mon avenir qui m'appartenait entièrement. Ce soir-là, je reçus un message de Sarah,
une femme qui travaillait à la banque du centre-ville. François nous avait présenté quelques semaines plus tôt, et nous avions discuté, appris à nous connaître. Dîner demain, écrivit-elle. J'ai promis de payer mon propre repas et de ne pas te demander de partir pour que je puisse rencontrer mon ex. Je ris de bon cœur. Sarah connaissait mon histoire. Tout le monde en ville la connaissait désormais, et elle avait une façon d'en rire sans la minimiser. C'est un rendez-vous, répondis-je. Et pour la première fois depuis plus d'1 an, je le pensais de la meilleure façon possible. La sonnette retentit, interrompant mes pensées. J'ouvris et trouvai Madame Dubois tenant un plat à gratin. J'ai fait trop de lasagne, dit-elle, ce que nous savions tous les deux être un mensonge. J'ai pensé que vous en voudriez peut-être. Merci, Madame Dubois. C'est très gentil. Vous avez bonne mine, Joël. Heureux? Je suis heureux. Bien. Vous le méritez. Elle me tapota le bras. Cette femme ne vous a jamais mérité de toute façon. Trop égoïste, trop prétentieuse. Je l'ai vue depuis le début. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Auriez-vous écouté? Elle avait raison. Je n'aurais pas écouté. J'avais été trop amoureux, trop engagé dans l'idée de notre mariage pour voir les signes avant-coureurs qui avaient toujours été là. Eh bien, dis-je, j'écoute maintenant. Bon garçon. Fiez-vous à votre instinct. Il est meilleur que vous ne le pensez. Elle retourna chez elle et je fermai la porte, tenant ses lasagnes et pensant à l'instinct, à la confiance, à la différence entre l'amour et l'obsession. J'avais beaucoup appris au cours de la dernière année sur moi-même, sur les relations, sur l'importance du respect de soi et des limites. Des leçons difficiles, des leçons coûteuses, mais précieuses. Et maintenant, enfin, j'étais prêt à utiliser ce que j'avais appris pour construire quelque chose de mieux, quelque chose de réel, quelque chose qui durerait.